ils étaient petits. Donc un parcours pour ma mère assez atypique, ainsi que pour mon père. Et j'ai eu goût de prendre note de ces histoires, qui sont des moments vraiment personnels, privés, et qu'à un moment donné, j'ai pu confirmer avec, et grâce à ma grand-mère paternelle, Hélène, qui était une mémoire sur pattes. Elle a été en capacité de m'expliquer tout le parcours de ses grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient originaires du côté de Toulouse et qui sont remontés progressivement en Sarthe. Et là où mon père et ma mère se sont rencontrés et ont mis au monde 3 enfants. Alors pour moi, la généalogie, c'est d'abord un pont entre le passé, le présent et l'avenir. Chacun d'entre nous est tombé en généalogie, je dirais, pour diverses raisons, souvent par un événement majeur dans l'existence, et arrive un moment où lorsqu'on a commencé à faire parler, j'allais dire les morts, parce qu'on leur donne d'une certaine façon, on leur redonne une vie. Ce n'est pas que 3 dates une généalogie, ce n'est pas que la naissance, le mariage et le décès. C'est aussi, au-delà de ça, s'intéresser à tout ce qui va concerner la vie d'un village, d'une communauté, d'une profession. Tout à l'heure, j'étais sur le stand en train d'échanger avec une jeune femme qui a découvert que son arrière-grand-père était issu d'une famille dont la profession était charpentier de navire. Donc, quelque chose qui, pour elle, était une nouveauté. Elle venait de découvrir ceci. Alors, bien évidemment, quand on fait sa généalogie, à un moment donné, si on ne veut pas rester stérile, il va falloir la partager. Alors, la partager, la transmettre, c'est le pourquoi, quelles sont les raisons qui nous poussent à un moment donné de dire il va falloir que je restitue mon travail, qui souvent est le fruit de nombreuses années de recherche, en pointillé ou en continu. Certains peuvent faire leur généalogie au moment des vacances, à l'occasion d'un déplacement, parce qu'il y a une recherche particulière. Je dirais que j'ai retenu pour moi 4 éléments qui motivent la démarche de la transmission. Alors d'abord, transmettre, c'est du latin trans et mittere, c'est-à-dire envoyer au-delà. Donc envoyer au-delà de quoi? De la génération suivante, ou qui est celle des petits-enfants. Sur le besoin de transmettre, moi j'ai été amenée à me poser la question dans un sens très précis. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'ai créé ma petite entreprise de généalogie en me disant pourquoi pas, puisque j'ai mon compagnon qui est imprimeur généalogiste et qui me déléguait de nombreuses recherches. Je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas me mettre à mon compte en parallèle de mon temps d'enseignement, puisque de formation je suis enseignante en français, histoire et géographie, et de pouvoir à un moment donné s'interroger sur la pratique, parce que depuis le mois de septembre, je suis en accueil de 3 jeunes en stage, des stages de 3e, de découverte, et à chaque fois ce sont des jeunes qui sont motivés par la recherche de leurs ancêtres. Alors, à un moment donné, il faut s'interroger sur sa pratique, relever la tête du guidon, bien évidemment, et se dire comment je transmets. Alors, une des motivations aussi supplémentaires de la transmission me concernant, c'est le fait qu'il y a maintenant 1 an et 1 mois, j'ai été grand-mère pour la première fois. Et donc, j'ai envie, à un moment donné, que ma petite fille soit la dépositaire de mes recherches. Non pas par fierté, non pas par orgueil en disant voilà tout ce que j'ai fait, mais pour acter aussi l'histoire de ses ancêtres. Alors, pourquoi on va être amené à un moment donné de vouloir transmettre? Je disais que j'avais identifié 4 raisons. La première, c'est une façon de rendre hommage. On l'a vu récemment avec les commémorations de la guerre 14-18 pour nos poilus, nos ancêtres qui ont donc sacrifié leur vie pour notre liberté, et qui a fait l'objet d'une indexation collaborative importante, que ce soit sur Mémoire des Hommes ou dans certaines villes, communes et petits villages où des gens ont donné de leur temps pour pouvoir faire revivre ceux qui étaient inscrits sur les monuments aux morts.
Certains ont pu accueillir sur une journée les descendants de ces familles, d'accord? Et c'est rendre hommage de cette façon-là. Ensuite, on peut aussi avoir envie de rendre hommage à un individu. J'ai récemment un ami qui a perdu son père et qui avait mis en chantier l'écriture de sa biographie, puisqu'il était le dernier descendant de maréchaux ferrants installés à Coulon-sur-Gé sur plus de 8 générations dans la Sarthe. Et au moment de son décès, cet homme s'appelle Moïse Gau, au moment de son décès, Moïse a émis le souhait que soit publié ce livre avec sa généalogie à côté. Donc ce qui est une façon de rendre hommage à titre, cette fois-ci, individuel. Ensuite, la deuxième volonté, je dirais, qui peut nous pousser aussi à nous faire s'interroger sur la transmission, c'est le fait de vouloir célébrer ou marquer un événement. Alors souvent, on va transmettre le fruit de nos recherches au moment d'un mariage, d'un baptême, d'une naissance, dans nos familles, où on va rendre compte de toute la démarche que l'on a eue de recherche. Ça peut être un événement de cette sorte, qui est donc un événement heureux, mais ça peut être aussi un événement qui est, j'allais dire, prémédité. On a eu récemment un client qui fait toutes ses recherches, mairie par mairie, sur papier, à l'ancienne, hein, qui se refuse systématiquement à utiliser l'outil informatique. Donc cette personne vient régulièrement dans nos deux entreprises et lui a organisé son décès. Donc il est en parfaite santé, mais le jour de son décès, il tient à ce que soit présent sur une photographie ses enfants issus de 2 mariages et mentionnés. Donc c'est aussi une autre façon. Alors ça peut paraître peut-être dérangeant, mais à un moment donné, certains d'entre nous ont pu déjà organiser par un contrat obsèque sa propre mort. Donc c'est quelque chose qui peut être dérangeant ou original, mais en tout cas qui existe. Ensuite, un troisième élément, c'est le fait de restituer et d'essayer de trouver un relais dans les générations suivantes. On est tous, chacun dans nos familles, on a tous un généalogiste familial qui va se pencher sur l'histoire de nos ancêtres, et à un moment donné, soit on arrive à susciter l'intérêt autour de soi, soit malheureusement ça reste stérile. Mais on a cette volonté quand même de pouvoir transmettre toute cette recherche, et on en a le besoin aussi. Et la dernière partie que j'ai repérée, alors bien sûr tout ça c'est le début d'une réflexion qui se nourrit de beaucoup de lectures, on en a beaucoup se sont penchés, beaucoup d'auteurs se sont penchés sur ces besoins de transmission. Et celui que moi j'ai aussi repéré, c'est à titre personnel, c'est celui du fait de valider ou d'invalider, je dirais, une information familiale qui traîne, un on-dit, etc. Quand j'ai connu la grand-mère de mon premier mari, je l'ai connue, j'avais 17 ans, j'ai enregistré le fait qu'elle disait systématiquement « Je suis une personne, j'ai été une enfant abandonnée ». Cette personne, elle s'appelle Gabrielle, elle est décédée en 2005. Et elle est née donc en 1910, le 2 juillet. Le 4 juillet, elle était classée. Et pendant 18 mois, sa maman s'est manifestée. Toujours par 7 billets récurrents et puis écrits à l'attention du directeur de l'établissement en Sarthe, et qui demandait, voilà, monsieur le directeur, j'aimerais avoir des nouvelles de ma petite Laurent Gabrielle, née tant, voilà. Et puis il y a 4 ans, aux archives départementales, je me suis dit qu'il y aurait peut-être une liste de jeunes placés d'enfants sous X. Donc dans la série X, je suis tombée sur le président de salle de lecture de l'époque qui me dit « Mais oui, vous avez raison, il y a une de mes anciennes collaboratrices qui avait fait un relevé manuscrit de plus d'une centaine de dossiers d'enfants placés. » Et j'ai eu la chance d'avoir accès au dossier de Gabrielle et surtout de pouvoir
Et c'était assez émouvant pour moi de pouvoir, donc, au cours de cet accès à un ensemble d'informations, vous avez donc les 21 premières années de cet enfant, vous avez le conseil de famille qui prend la décision pour son mariage, vous avez aussi bien tout le détail de la vêture de l'enfant, le prix des sabots, etc., tout ce qui va être lié aussi à sa santé, à son évolution scolaire, et puisque tout était marqué, acté et suivi par l'administration. Et cette Gabrielle Laurent a eu la chance d'être placée pendant les 12 dernières années avant sa majorité dans la même famille d'accueil. Cette famille nourricière a été présente lors de son mariage, et tout le détail, etc. Et en fait, il s'est avéré qu'à cette époque, lorsque la mère naturelle ne se manifestait pas pendant 3 mois, l'enfant était considéré comme étant abandonné. À la fin du dossier, à la dernière page, à aucun moment j'ai une indication, sauf à ce moment-là. Gabrielle Laurent, née de Gabrielle Laurent, 18 ans, né à Sker. On est en 1906, il était 18h30, impossible de se mettre sur les AD en ligne parce qu'il y avait un service de maintenance. Le lendemain matin, première heure, j'appelle la mairie de Sker, j'explique la situation. Elle me répond, la secrétaire charmante, elle me répond, je comprends, vous avez une boîte mail, bien évidemment. Top chrono, et je vous mens pas, 4 minutes 30, j'avais l'acte de naissance de la maman. En marge, elle est donc née en 1888, en marge était mentionné un mariage en 1913 en Seine-et-Oise. Moi, je me suis retrouvée face à une responsabilité par rapport d'ailleurs d'abord à mon fils aîné, et puis par rapport à mon ex-belle-famille, par rapport à mon ex-beau-père, avec qui je m'entends toujours très bien, et qui lui a subi pendant son enfance cette implication de l'abandon de la maman. Et malheureusement, Gabrielle étant décédée en 2005, je n'ai pas pu la rassurer sur ça. Mais par contre, ça a permis à mon ex-beau-père de se dire, eh bien, ma mère n'a pas été abandonnée, c'est l'administration et ses rouages et ses règles de l'époque qui font qu'à un moment donné, eh bien, l'enfant a été considéré comme abandonné. Dans les registres de recensement, on a la chance sur la Sarthe, enfin sur le Mans exactement, d'avoir des recensements de 1881 à 1936 qui sont alphabétiques. Sauf que moi, je n'avais qu'une adresse au 184 boulevard de la Petite Vitesse au Mans, qui existe toujours, et elle était domestique. Donc elle n'était pas mentionnée à son ordre alphabétique. J'ai fait les 624 pages des 2 cantons, le Mans Ouest et le Mans Est, et j'ai retrouvé la famille pour laquelle Gabrielle Laurent, mère, était donc domestique. Et quand on voit la composition de la famille, il y a un fils qui a à peine 2 ans de plus qu'elle. On peut faire des suppositions. Maintenant, on ne saura jamais, bien évidemment. Mais j'avais besoin, moi, de pouvoir informer mon ex-belle-famille de cette découverte, chose que j'ai faite. Alors, j'ai pris certaines précautions. Je suis passée par mon ex-mari, bien évidemment, parce qu'il me fallait pour moi son accord, et qui m'a dit, bah, bien évidemment, je te donne le feu vert, vas-y, ça pourra être salutaire, je pense, pour mon père. Et ça a été le cas. Voilà. Et donc aussi, en parallèle, bah, j'ai informé mon fils, qui lui, pourtant pas du tout intéressé par la généalogie, alors là, ça lui passe au-dessus de la tête, d'accord, qui est vraiment ancré dans le présent. Peut-être qu'un jour, ça viendra, mais en tout cas, ce qu'il a fait comme démarche, c'est que j'avais amorcé les recherches côté du mariage en Seine-et-Oise, et il a retrouvé deux demi-cousins de cette famille très éloignée, et il a pris contact avec eux. Il a expliqué, il n'y a eu aucun jugement, il y a eu que vraiment de l'affection, de la construction de relations, et actuellement, ça fait maintenant donc 4 ans qu'ils sont en relation. Donc c'est ce en quoi il y a aussi, lorsque l'on peut transmettre, il y a de belles découvertes, il y a de belles joies. Alors ensuite, sur le côté, les moyens de cette transmission, c'est-à-dire quels sont les outils. Alors, bien évidemment, pour transmettre, à mon sens, il faut savoir adapter la transmission.
au public visé et à l'âge. Au cours de mon enseignement, j'ai utilisé la généalogie en histoire, principalement sur la notion de citoyenneté et puis le devoir de mémoire. Donc je demandais à mes élèves de ramener, s'ils en avaient en leur possession, soit un livret militaire, soit une carte de combattant. Certains étaient joués le jeu, d'autres ça leur passait au-dessus de la tête, mais en tout cas, par le biais de la généalogie et par ce biais qui leur est personnel, ils ont découvert d'autres aspects également liés à des événements historiques. Donc ils ont compris que s'inscrivait aussi, nos petites histoires s'inscrivaient dans la grande histoire. Et c'est ce en quoi aussi c'est quelque chose d'important de transmettre. Voilà. Alors les moyens, bien évidemment, on en connaît, évidemment. Qui n'a pas organisé une cousinade? Donc là, je dirais, c'est une transmission massive, d'accord? Organiser une cousinade, c'est au moins 1 an de préparation. Réunir tout le monde, souvent on crée une association, etc., etc. Donc ça, il faut être très rigoureux dans l'organisation. On va pouvoir aussi transmettre par le biais d'un arbre généalogique, par le biais d'un album de famille. On peut aussi transmettre le côté important ou un côté anecdotique d'un de nos ancêtres. Je me suis particulièrement penchée sur un de mes ancêtres qui était maire de 1803 à 1807. Son premier mandat s'est très bien passé, son deuxième mandat, attention danger. J'ai retrouvé aux archives départementales le concernant dans le cadre des fonds de la préfecture, une pétition signée de ses concitoyens demandant sa démission. Pourquoi? Parce qu'il avait piqué tout simplement le cachet de la paroisse, on l'avait retrouvé en état d'ivrognerie à 30 km de là, et il était bien évidemment considéré comme étant incompétent, puisqu'il ne transmettait plus les informations de la préfecture, on ne connaissait plus quelle était la valeur du blé, les annonces de mariage ne se faisaient plus, etc., etc. En fait, cela s'explique tout simplement par le décès de sa femme. Et ça va être son gendre, qui a épousé donc sa fille, qui va prendre la succession en mairie. Alors je me suis penchée sur son histoire, parce que, bon, vous me direz, un maire à cette époque, on peut tous en avoir un dans nos ancêtres, mais c'était le caractère anecdotique. Et ça, je l'ai transmis lors tout simplement d'une mini-conférence avec certains membres de ma famille et puis des amis. On peut aussi faire ce type de démarche. Alors ensuite, pour des plus jeunes, ça peut être aussi de manière très ludique. C'est-à-dire, très récemment, je me suis amusée avec mon compagnon Christophe à réaliser sur une plaque magnétique, tout simplement, on colle la photo de nos ancêtres, voilà, sur une partie où mettons les 3-4 premières générations, on découpe et on fait reconstituer le puzzle à l'enfant. C'est une autre façon d'aborder les choses. On peut aussi, et ça c'est déjà existant, tout ce qui est lié aux cartes généalogiques, les cartes de jeu généalogiques. On peut jouer aussi à qui suis-je? C'est-à-dire, on a identifié un ancêtre, on donne sa biographie, et puis on va pouvoir jouer de cette façon-là. On va aussi pouvoir utiliser des albums photos, faire repérer à l'enfant, ben, tiens, qui est qui? Selon l'âge, il va être en capacité de pouvoir s'y intéresser. Il faut savoir aussi que maintenant, de plus en plus de jeunes sont présents sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avec tous les groupes qui peuvent être animés autour de la généalogie. Moi, je suis admine sur 2 groupes liés, on va dire, à la Sarthe, celui de généalogie sur la Sarthe, et puis sur lui qui est dédié au patrimoine, dont Sylvie Levaux est présente ici, et qui on reçoit de plus en plus de jeunes, de demandes de jeunes. Alors, la démarche ne m'étonne pas trop, parce qu'on a besoin aussi de renouveler un petit peu. Hein. La moyenne d'âge d'un généalogiste, c'est quand même 52, 53 ans, voire un peu plus, d'accord? Mais c'est normal aussi, c'est nous qui sommes détenteurs de l'histoire de nos familles, donc de la saga, et que l'on souhaite aussi transmettre. Et puis il y a aussi une autre possibilité de transmission, c'est celui d'un voyage pédagogique. Excusez-moi, ça c'est la déformation professionnelle, la démarche d'un voyage généalogique.
où on va pouvoir retourner aux sources. Ça, peut-être certains d'entre vous l'ont fait, au cours de voyages, de déplacements. Et puis un autre aussi, qui me semble assez innovant, c'est celui d'organiser des rallyes généalogiques. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait? Non? Alors c'est extrêmement intéressant parce que lorsque l'on fait ce type d'organisation, chacun est responsable de sa partie. Donc on est tous en réunion sur ce thème de la chasse généalogique et c'est relativement intéressant. Donc voilà. Alors bien évidemment, mon propos ce n'est pas du tout de vous faire une démonstration, puisque chacun d'entre nous, bien évidemment, par nos parcours individuels, par nos démarches qui nous sont personnelles, eh bien, on s'est à un moment donné posé la question de pourquoi j'aimerais transmettre, donc, et de quelle manière. Donc justement, j'aimerais bien que vous m'apportiez vos témoignages et puis qu'on puisse échanger maintenant. Voilà. Avez-vous des questions? Je vous vois, monsieur, en train de relire votre... Bien sûr. J'ai retrouvé des copains en Alsace en cherchant